My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 13. Je suis Natacha, je suis avec ma Swiftie préférée, Honorine. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi, Natacha? Très très bien. On va parler aujourd'hui d'une chanson qu'on adore toutes les deux. Je crois, il n'y a pas d'autre mot. C'est un gros coup de cœur. On n'arrête pas de se dire que c'est un chef-d'œuvre. Ça fait partie de mes chansons préférées de Taylor Swift. Je l'avais pas mis dans mon top 5, mais je pense qu'elle va pas tarder à y arriver, hein. Dans le top 10 ou peut-être dans le top 15, mais elle est vraiment pas loin. C'est une chanson, comme on est sur notre mois spécial de Torture Poet Department anniversaire, qui s'appelle The Black Dog, qui a été annoncée d'abord comme une chanson bonus lors des révélations de Taylor pendant sa tournée en Asie, où elle l'avait dévoilée à Singapour. Et en fait, c'est la première chanson de la deuxième partie de l'album The Anthology. Elle avait fait un mémo vocal où elle dévoilait cette chanson et où, à ce moment-là, le titre de cette chanson devait être Old Habits Die Screaming, qui est d'ailleurs une phrase qui revient souvent dans la chanson. C'est une des quelques chansons que Taylor a écrit complètement seule sur TTPD. Et en revanche, on est sur une production, sur un duo qui marche à tous les coups, c'est-à-dire Taylor Swift et Jack Antonoff. Alors, The Black Dog, c'est un peu ce qu'on attendait de TTPD. On s'attendait à un album complètement de chansons post-rupture. Heureusement que The Black Dog est là pour, pour faire honneur à cette attente. Et c'est vraiment une chanson qui va vous faire pleurer. En tout cas, moi, elle me touche au plus profond. Enfin, je m'identifie à plein de phrases qu'elle a dites, qu'elle écrit. Les paroles sont très très belles. Et la synthèse principale, c'est que, vous savez, dans les relations, parfois aujourd'hui, on partage la localisation avec quelqu'un et on suit cette personne qu'on aime de près ou de loin en regardant ce qu'ils font. Bah, en fait, la relation s'est terminée et il a oublié d'arrêter le partage de localisation. Et c'est comment continuer de stocker son ex et se faire mal après une relation. Taylor's version. Elle a en fait ce truc où c'est un truc complètement banal de partager sa localisation avec quelqu'un aujourd'hui. Et là, bah ouais, le gars il a oublié d'arrêter le partage. Elle le voit rentrer dans un bar qui du coup s'appelle The Black Dog. Et elle se dit bah en fait il est en train de passer à autre chose. Il est en train de rentrer dans un bar dans lequel on n'a jamais été ensemble. Donc potentiellement il est en train de découvrir un nouveau bar avec peut-être de nouvelles personnes. Bref, il est en train d'avancer dans sa vie. Et moi je suis là à le regarder sur mon écran et à pleurer et à pas avancer dans ma vie quoi. Et là, on s'identifie. Voilà. Et là, ça marche là. Alors, il y a un bar qui s'appelle The Black Dog à Londres, qui a fait du coup une pub incroyable avec cette chanson et qui a rempli tous ses sièges avec des Swifties pendant les concerts de Londres. Mais en creusant un peu sur cette chanson, je me suis rendu compte qu'on parlait pas forcément de Londres dans cette chanson. Alors, suivez-moi. Promis, je vais quelque part, ok? En fait, vous vous souvenez qu'à la sortie de l'album, Jack avait partagé des photos de Taylor lors des sessions d'enregistrement des chansons, dont une photo de Taylor qui chante pour The Black Dog. Et donc, elle avait ce petit short cycliste noir avec un t-shirt blanc et on retrouve pas de photo d'elle habillée comme ça. Mais on retrouve une photo d'elle, vous vous souvenez quand elle avait eu sa casquette verte avec l'immense pull Eagles gris qu'elle avait porté ce jour-là, et on devine un petit cycliste noir dessous. Donc, les maths font leur effet et on pense que cette photo, enfin, l'entrée au studio avec ce pull Eagles, c'était le jour de l'enregistrement du Black Dog, et donc c'était le 22 juin. Alors, je vais pas faire une longue analyse de ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, a priori, Taylor est la muse principale de cette chanson, auraient rompu début juin, le 2 ou le 3. Ensuite, on n'a pas de nouvelles. Mais ce qui se passe, c'est que si on regarde les chansons surprises de Taylor à cette époque-là, à partir du 3 juin, il y a quelque chose à voir. Donc le 3 juin, elle chante You All Over Me et I Don't Wanna Live Forever. Le 4 juin, elle chante It's Different, The Moment I Knew. Le 9 juin, elle chante Haunted et I Almost Do. Et le 10 juin, elle chante All You Had to Do Was Stay. Bon, bah, c'était pas la grosse joie. Le 7 juin, Matty Healy était en concert, ils étaient en tournée, ils étaient en concert à Dublin en Irlande. La personne qui devait faire la première partie du groupe 1975 était
souffrante. Et donc Matti Eli a fait sa propre première partie et a fait une sorte de prestation théâtrale où en fait il a juste mis une chanson en toile de fond qui s'appelait A Song for You. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a pris une bonbonne de peinture et sur un drap blanc, il a peint Sorry et à la fin de la chanson, il a rajouté un point d'interrogation. Donc ça, c'est déjà pas ouf. Et il faut savoir que ça, c'était le 7 juin. Le 9 juin, elle chante Haunted. Donc c'était pas la grosse forme hein, pour la Miss Swift. Ensuite, donc on continue. Promis, je vais quelque part avec tout ça. Hein. Donc on a dit que le pull, c'était le 22 juin. On pense qu'en fait, le 13 juin, donc toujours 1975, le groupe avait un concert à Cork, toujours en Irlande. On pense que ce serait ce jour-là, puisqu'en fait, il y a un bar qui s'appelle The Black Dog à Cork, en Irlande, où le groupe serait allé prendre un verre après. Donc, il est possible que le 13 juin, Taylor était sur son tel en train de regarder où il était, et paf, le chien l'a vu rentrer dans un bar qui s'appelle le Black Dog. Paf le chien, alors qu'on parle de The Black Dog quand même, franchement. J'ai même pas fait exprès. À la lumière de tout ça, on va analyser la chanson. Je voulais quand même aussi reparler de 2 théories qu'il y a autour du titre The Black Dog, parce que évidemment, Taylor, elle, dans la chanson, nous parle d'un bar, mais on sait maintenant qu'il ne faut pas vraiment prendre pour argent comptant ce qu'elle nous dit. Donc, il existe d'autres théories autour de ce titre, notamment, ça c'est quelque chose qui avait été un peu soulevé par les Swifties au moment de la révélation de la tracklist, quand on se rendait compte qu'elle nous avait teasé le fait que c'était un double album. Black Dog, donc le chien noir, c'est une expression, à ne pas confondre avec le chien trou, qui a été rendue populaire en anglais britannique, donc qui n'est pas vraiment utilisé par les Américains, mais vraiment au Royaume-Uni, pour parler notamment des nombreux épisodes de dépression de Winston Churchill, mais qui du coup est aussi utilisé pour parler de la dépression de manière générale. Et du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de la sortie de l'album, il y avait pas mal de gens qui avaient relevé qu'il y a des associations contre la dépression qui s'appellent The Black Dog et dont le symbole c'est le V de la paix, donc les 2 doigts levés, comme ce que Taylor nous faisait quand elle parlait de tout quelque chose pour nous teaser le fait que c'était un double album. Et j'ai trouvé une autre théorie en creusant un peu qui est assez farfelue, qui pour moi n'est pas du tout bonne. En tout cas, il n'y a rien du tout dans la chanson qui puisse laisser penser que c'est à propos de ça. Mais la théorie est tellement what the fuck que je me suis dit, je vais vous la partager. En gros, au début, on s'est tous dit, c'est The Black Dog, c'est un bar à Londres. On est tous partis dans cette théorie-là. Et quand on pense Londres et chien noir, beaucoup de gens pensent à Harry Potter et à Sirius Black, qui est un personnage d'Harry Potter qui a la possibilité de se transformer en un gros chien noir. Et en fait, il y a toute une théorie qui dit que cette chanson est liée à une fanfiction qui a été écrite par je ne sais pas qui d'ailleurs, qui s'appelle All the Young Dudes, qui est une fanfiction qui reprend en fait un préquel de Harry Potter avec les maraudeurs, donc avec Remus Lupin, les parents d'Harry Potter, Sirius Black, voilà. Mais qui est surtout principalement une fiction MM, donc homosexuelle entre 2 hommes, entre Remus Lupin et Sirius Black, qui clairement ruine mon enfance. Et a priori, dans cette fanfiction, Lupin appelle Sirius Mr. Tell Me a Fucking Secret. Bref, il y a plein de gens qui ont lié cette chanson à cette théorie-là. Bon, franchement, moi, voilà, encore une fois, j'ai rien trouvé qui puisse corroborer cette théorie. Et je trouvais ça tellement dingue que je me suis dit, il faut que j'en parle. Mais c'est une théorie qu'on va écarter pour cet épisode. Ouais, mais c'est rigolo. J'avoue que l'imagination des gens est sans limite. Surtout sur les fanfics Harry Potter, vraiment, il y a des trucs de dingue, mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais il y a des trucs qui vraiment te ruinent ton enfance. Bon, allons-y. Rentrons dans le bar, allons-y. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a vraiment cette capacité de nous expliquer à quel point elle était proche de cette personne. Quand on partage ses secrets avec quelqu'un, c'est qu'on est vraiment dans un niveau d'intimité qui est extrême. Et quand on sait qu'elle avait l'habitude de le référer à son meilleur ami ou son jumeau un peu perdu, on comprend bien qu'à ce moment-là, effectivement, elle lui partageait et ses secrets et sa localisation pour qu'il puisse se suivre à travers le monde. Ouais, parce qu'on a un premier couplet qui est consacré à Taylor, qu'elle voit son ex capable de désactiver sa localisation. Ça, on l'a déjà dit. Le fait, pour moi, qu'elle utilise vraiment le some bar, tu vois, into some bar called the Black Dog, c'est vraiment le fait que c'est un lieu qu'elle connaît pas, presque qu'elle dénigre some bar, un bar quelconque, quoi. Et donc potentiellement un lieu où ils sont jamais allés ensemble. Donc encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il explore des nouveaux endroits, potentiellement avec des nouvelles personnes. D'ailleurs, on le comprend après dans la chanson qu'il est avec quelqu'un. C'est blessant. Quand t'es encore à fond sur ton ex et qu'il fait d'autres choses sans toi, t'as l'impression qu'il y a une partie de toi qui saigne, quoi. Ouais, d'ailleurs, justement, tu vois, où elle dit « And pierce new holes in my heart », moi, je fais le parallèle avec « pierce through the heart but never killed » dans Anti-Hero. Et quand elle dit après « You forgot to turn it off », pour moi, c'est ambigu. C'est est-ce qu'il a
oublié d'éteindre la localisation ou est-ce que c'est plus profond, c'est t'as oublié d'éteindre, tu vois, de plus être dans mon cœur quelque part. Je sais pas encore comment éteindre mon cœur à toi. Elle est très ambiguë cette phrase et en même Ouais, temps elle est très belle. très belle. Ouais. Comme si il fallait qu'il fasse quelque chose d'affreux pour l'éteindre, tu vois. Et alors quand naïvement je pensais encore que cette chanson était peut-être sur Joe Alwyn avec qui elle a quand même passé 6 ans et dont on s'attendait à ce qu'il soit la muse principale de l'album, je m'étais dit que le fait qu'elle regarde sa localisation et qu'elle du coup un peu qu'elle le stocke un peu sur internet, je faisais le parallèle avec Paper Rings dans Lover. Elle dit Went home and tried to stalk you on the internet. Bon, avec ce que tu viens de nous dire, du coup cette théorie ne tient plus debout, donc je ne sais pas quoi faire de ma peau. Mais surtout quand tu te dis, enfin là moi ce qui me brise le cœur c'est que tu te dis qu'après dans une interview au Sunday Times, Joe il a dit non moi je suis jamais allé dans un bar qui s'appelle le Black Dog et en fait t'es là genre oui mais en fait frérot elle parle pas de toi. Non, pichon. Ça doit être dur pour lui hein, d'apprendre tout ce qu'il doit apprendre quand t'as passé 6 ans en relation avec quelqu'un. Déjà c'est dur pour nous donc pour lui j'imagine même pas. Ouais, ça doit pas être facile de faire la poker face tous les jours en mode et si on parlait Taylor Swift non merci. Parlons d'autre chose s'il vous plaît. Ensuite, on passe au refrain. On imagine bien ce pub anglais un peu miteux avec un vieux jukebox dans le coin. Taylor, elle va faire référence à The Starting Line, qui est un groupe américain des années 2000 et dont la chanson la plus connue est The Best of Me. Il faut savoir que Matty Healy a déjà utilisé cette chanson sur scène, puisque souvent ils font des reprises de cette chanson. Donc les maths continuent à faire leur effet. Et ça fait aussi écho à une autre chanson de l'album TTPD, Fresh Out the Slammer, où elle dit Now we are the starting line, I did my time. Donc on repart de cette chanson et c'est marrant qu'elle fasse référence encore à des chansons qui s'échangent parce que c'est pas la première fois non plus dans TPT elle parle de ces chansons. Il lui envoie le Blue Nile aussi. On voit qu'ils ont vraiment une relation autour de la musique aussi, l'un et l'autre. Ouais, et c'est là que pour moi, encore une fois, ça peut être ambigu avec Joe. Une fois n'est pas coutume, on parle un peu de la vie privée de Taylor, mais dans les Long Pond Studio Sessions, tu te rappelles qu'elle disait oui, Joe et moi, on est très liés par la musique et tout ça. Et donc c'est en ça que pour moi, cette chanson, encore une fois, elle est assez ambiguë sur la muse. Bon, ok, t'as démonté la théorie dès le début, mais pour moi, elle est quand même volontairement ambiguë, cette chanson. De toute façon, on le sait, enfin on l'a déjà dit aussi, mais on peut avoir une muse principale et puis après, en fait, composer autour de plein de choses qui l'inspirent au fur et à mesure de ses histoires d'amour. Donc moi, je suis convaincue que cette chanson tourne principalement autour de Matty Healy, mais évidemment, elle peut avoir rajouté des choses, d'autres relations à côté et bah, elle a bien le droit, hein, elle fait ce qu'elle veut. Nous, on est juste là pour consommer et après, elle fait les cocktails qu'elle a envie de faire. Et donc, on rentre dans ce pub et cette chanson commence à jouer et il se lève en sautant parce que cette chanson l'enthousiasme. Il est avec quelqu'un, a priori, qui ne connaîtrait pas cette chanson. Donc, étant donné qu'ils ont le même âge, ils ont un peu les mêmes références musicales parce qu'ils ont grandi avec les mêmes chansons. Donc, si elle est trop jeune, ça veut dire que, bah, en gros, elle n'a pas les mêmes références que lui. Surtout qu'en fait, alors moi, The Starting Line, c'est un groupe que je connais pas trop. Du coup, je suis allée écouter la fameuse chanson The Best of Me. C'est tout ce qu'on attend d'un groupe un peu emo des années 2000. Mais du coup, ils étaient très actifs au début des années 2000. Donc, si la nana avec qui il est trop jeune pour connaître, elle est très jeune. Toujours est-il qu'après, elle termine le refrain en disant Old Habits Die Screaming, donc qui était le titre original de la chanson. Et c'est intéressant parce que cette phrase, elle va quand même, d'une part, muter au fur et à mesure de la chanson. On y reviendra. Mais surtout, elle va aussi s'en servir avec différents tons qui vont vraiment donner le ton de la chanson. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est le bac littéraire en moi qui parle. C'est que elle fait souvent ça, en fait, de prendre une expression qu'on appelle une expression idiomatique. Donc, vous savez, c'est des expressions qui n'ont pas vraiment de traduction, qui sont vraiment propres à une langue et qui ne peuvent pas être transposées littéralement dans une autre langue. Quand on apprend l'anglais à l'école, la première expression idiomatique qu'on apprend, c'est It's raining cats and dogs pour dire il pleut des cordes. Et en fait, là, elle prend l'expression Old habits die hard, que nous, on a en français sous la forme les vieilles habitudes dans la vie dure, mais elle la twist en disant Old habits die screaming, qui est encore plus fort. Et en fait, elle fait souvent ça, de prendre une expression idiomatique, mais de la twister pour la rendre soit plus percutante, soit plus triste, soit plus quelque chose en tout cas. J'en ai listé quelques-unes parce que, d'une part, parce que J'adore ça. Parce que j'adore ça, parce que voilà, le bac L en moi adore ça, mais aussi parce que c'est un choix qu'elle fait souvent dans ses chansons, et nous, en tant que francophones, du coup, on s'en rend pas forcément compte parce que c'est des expressions idiomatiques, encore une fois, et qu'on peut pas les transposer. Mais donc, j'en ai listé quelques-unes pour qu'on se rende bien compte. Donc, tu vois, par exemple, dans Seven, elle dit cette fameuse phrase que maintenant on connaît tous, Love you to the moon and to Saturn. La vraie expression, c'est to the moon and back. Donc, en fait, là, pareil, c'est pour faire une emphase parce que potentiellement, le chemin de la Lune et en retour, c'est plus court
autour que de la Lune et À Saturne qui est très, très loin. Donc ça veut dire elle l'aime très fort. Nous, en français, on dirait je t'aime plus que tout ou je t'aime à la folie ou ce genre de choses. Dans Miss Americana and the Heartbreak Prince, elle dit We're so sad we paint the town blue parce que la tristesse est associée à la couleur bleue en anglais. Quand on dit I'm blue en anglais, c'est qu'on n'est pas, Voilà, on n'est pas en exactement. forme. Mais en réalité, la vraie expression, c'est paint the town red pour dire on va faire la fête. Et j'en ai listé une troisième, promis, après j'arrête parce qu'on n'est pas là pour faire un concours d'anglais grammatical. Mais notamment dans The Archer, elle dit easy they come, easy they go, alors que l'expression normale c'est easy come, easy go pour dire ça va, ça vient. Tout ça pour dire qu'elle fait souvent ça. Il y en a plein. Il y a aussi plein d'expressions en référence à la littérature qu'elle twist. Enfin, il y a plein de choses, mais encore une fois, on n'est pas là pour faire un cours d'anglais. Mais ça montre de son savoir-faire d'écriture et de sa manière de s'approprier les chansons. Oui, et puis tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose qu'elle fait fréquemment, et donc je trouvais ça intéressant de le noter. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quand tu meurs en hurlant, parce que all habits die hard, donc tu pourrais mourir en silence, mais tu peux aussi mourir en hurlant, et quand tu meurs en hurlant, c'est que vraiment t'as très très mal. Ouais, tu meurs dans d'atroces souffrances, quoi. C'est ce que on dirait en français. Exactement. Donc on est là. Donc bonne ambiance, quoi. On rentre dans le deuxième couplet. Autant dans le premier couplet, Taylor, elle était un peu dans la contemplation, elle regardait un peu ce spectacle en regardant son téléphone là. Mais là, elle parle d'elle, elle dit bon bah voilà, j'avance, je rentre dans ce monde avec mon cœur brisé. Bah voilà, elle est obligée d'avancer malgré tout ça. On fait le lien avec la chanson qu'elle a écrite aussi sur cet album, I Can Do It With a Broken Heart. Et du coup, bah elle fait le lien aussi avec d'autres albums où les ruptures, ça les a laissé complètement figées. C'est-à-dire qu'on repense à Right Where You Left Me sur Evermore, où elle est toujours au restaurant et en fait elle ne bouge plus. Elle est complètement bloquée. Tu as un commentaire à faire sur Evermore peut-être? Bah, c'est mon album préféré, mais on en reparlera. Je n'ai pas lâché le sujet encore. Ensuite, elle dit My longing say unspoken. Donc c'est tout ce qu'elle avait envie de dire qui reste pour l'instant non dit. Ça fait écho encore à une autre chanson sur l'album de Guilty as Sin, où elle dit I keep this longing locked in lowercase inside the vault. On en a déjà parlé. Tout ce qu'elle avait créé dans sa tête, donc all those best laid plans, donc les plans qu'elle s'était fait, les projections mentales. Donc vraiment, elle se projetait avec cette personne. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans qu'elle en rêvait et elle le voyait pas s'arrêter comme ça. Et lui disait qu'elle avait besoin d'un homme courageux et qu'il allait le faire, qu'il allait prendre ce rôle-là. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Et en fait, ça fait écho à d'autres chansons sur l'album. Bah, en fait, on voit que quand on dit proceed, ça veut dire t'as fait semblant, t'as joué un jeu, mais en fait, t'étais pas du tout prêt, quoi. T'as fait écho à LOML, The Coward Claimed He Was a Lion, donc le lâche qui disait qu'il est un vaillant, courageux lion. Et elle dit, bah en fait, ça me fait du mal, ça me tue même, ça me brise de l'intérieur. Et c'est très très dur parce qu'on la voit vraiment faire ce travail de déni de la relation parce qu'elle ne comprend pas comment on en est arrivé là en fait. Elle est vraiment encore dans la réflexion de se dire, je ne vois pas ce qui s'est passé, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et tu as raison, tu le dis, le couplet se termine par ça me tue, elle dit and it kills me, qui est une version bien plus brutale du and it hits me du premier couplet. Donc en fait, on a vraiment une évolution, un truc qui va crescendo dans la chanson. Et d'ailleurs, ça se confirme après avec le deuxième refrain, où là, elle fait un peu une variante, parce qu'au lieu de dire you miss me in the black dog, là, elle dit you miss me in the shower. Mais elle parle de son corps trempé par la pluie, qui est quand même un thème hyper récurrent chez elle. Tu vois, on pense à Clean, on pense à Sparks Fly, on pense évidemment à So Long London où elle parle de la pluie, on pense à la fin du clip de Fortnite où elle est sous une pluie battante sur une cabine téléphonique qui rappelle quand même sacrément celle qu'on voit à Londres, et où d'ailleurs dans le clip de Fortnite, la scène où elle est en train de se faire des expériences dessus, là il y a un chien noir qui passe dans le labo, donc on se dit petit easter egg de Black Dog dans le clip de Fortnite, et elle demande was it hazing, donc est-ce que c'était du bizutage, et je trouve que c'est hyper fort parce qu'en fait c'est vraiment cette idée des fraternités aux États-Unis. Là d'ailleurs elle dit la suite for a cruel fraternity I pledged, donc en fait c'est vraiment le verbe pledge en anglais, il a plusieurs sens, mais dans ce contexte-là c'est le fait un peu de postuler à une fraternité aux États-Unis. On sait que c'est des univers hyper violents où il y a des bizutages avec des violences physiques, psychologiques, donc en fait on a l'impression que elle compare sa relation à ce bizutage à le fait de devoir souffrir pour rentrer dans une relation, parce qu'en fait tu veux rentrer dans une fraternité, c'est pour te faire des potes, c'est pour avoir un sentiment d'appartenance
d'appartenance. Mais pour ça, t'es obligé de passer par une phase où on te fout au fond du trou. Et donc là, c'est à ça qu'elle compare la relation. Je trouve ça assez violent parce que... C'est complètement violent. D'ailleurs, franchement, je comprends toute la rancœur qu'elle peut avoir pour cette personne maintenant. Quand elle écrit après LOML, Loss of My Life, clairement, je pense que c'est ça, quoi. C'est tout ce temps passé à réfléchir à quelque chose pour au final se faire autant mal, se faire autant violence pour en arriver à ça. Mon Parce Dieu. que pour moi, en fait, tout ce passage-là, il implique qu'en fait, elle réaffirme son engagement que malgré le bizutage, malgré la violence, malgré la souffrance, elle reste fidèle à cette relation malgré la rupture, parce que du coup, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et quand elle I still mean it, tu vois, elle le dit, genre, et en fait, c'est vraiment ce que je voulais, quoi. Donc, même si elle se savait, entre guillemets, bizutée par cette fraternité, donc même si elle se savait dans une relation violente, toxique, tout ce que tu veux, elle s'y engageait quand même, tu vois, elle voulait quand même l'aimer. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu un motif chez Taylor Swift de vouloir aller avec des mecs qui n'en seraient pas forcément dignes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle a ce motif de faire ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça à chaque fois? Alors, et pourquoi est-ce qu'elle apprend pas de ses leçons finalement? Parce que les habitudes ont la vie dure, parce que old habits die screaming. Et d'ailleurs, à ce moment-là, dans le refrain, elle le crie vraiment. Et d'ailleurs, en termes de production, il y a quelque chose de très très fort. Jack a vraiment fait quelque chose d'assez violent avec toutes ces percussions qu'on entend derrière qui accompagnent le mot screaming. Et du coup, ça nous ramène, moi, la notion de fraternité, ça me ramène un peu à Reputation, meilleur album, à la chanson Call It What You Want, où elle dit I'm laughing with my lover, making thoughts undercover, trust him like a brother. Bon, du coup, rétrospectivement, Call It What You Want, à propos de qui c'est, je ne veux pas ouvrir cette porte aujourd'hui. Je voudrais juste revenir sur cette phrase-là, The Rain Soak Body. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, pendant la partie américaine des concerts de Taylor, elle a eu plusieurs dates qui étaient à Foxborough, c'est au Massachusetts. Donc c'est c'était les concerts de Boston. Big up aux fans des Red Sox. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un concert qui avait été repoussé plusieurs fois parce qu'il y avait une tempête incroyable. Et c'est le concert où il a plu, mais des quantités d'eau déraisonnables. Et Taylor a quand même fait son concert. Donc il y a des vidéos incroyables d'elle sur scène, c'est hyper épique, c'est incroyable. Et c'était donc le 20 mai et elle avait chanté ce soir-là pendant les Surprise Songs. Donc si vous vous souvenez, elle avait cette robe verte. Donc elle était sous l'eau, sous une douche, elle se prenait et elle avait chanté Question, qui est toujours une chanson un petit peu bizarre. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à interpréter cette chanson parce qu'elle parle de se faire embrasser dans une pièce avec tout le monde qui se moque. On a beaucoup spéculé sur le fait que ça ait pu être autour de Harry Styles, mais maintenant, on se repose des questions sur cette chanson. Et donc, juste avant de chanter cette chanson, elle avait dit, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie sur tous les aspects. Je sais pas, c'est pas juste la tournée, c'est vraiment ma vie prend enfin du sens. Donc, je me suis dit que j'allais chanter cette chanson qui m'apporte beaucoup de souvenirs sur un souvenir heureux. Et moi, quand j'entends Rain Soak Body, je suis sûre que c'était un lien avec cette chanson, sachant que à l'époque, lui n'était pas en tournée, donc il n'a pas été vu officiellement à ce concert-là, mais il était vu sur les concerts un petit peu d'avant, au début mai. Je vais presque mettre un doigt à couper qu'il était pas loin et qu'il était dans la douche après. Ah non! Mais oui, donc c'est ce concert où tu sais, on voit les images, c'est ça, hein, où elle enlève l'eau de son piano là en faisant des grands gestes. C'est ça, c'est ce concert-là. Ouais, c'est ça. Ouais. On remettra peut-être une vidéo sur Insta pour les gens, mais ouais, elle avait l'air vraiment trempée à ce concert. Et surtout, elle avait l'air complètement possédée. Ça se voyait qu'elle était dans un état de, vous savez, les débuts de la relation où on est un peu euphorique. Ouais, c'est ça. Et elle venait d'annoncer sa rupture un mois plus tôt, et elle est là en train de dire j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, etc. C'est horrible quand il pense. C'est horrible. Non, mais vraiment, quand je vous dis que j'ai envie de lui faire un câlin, la plupart du temps, c'est que j'ai envie de lui dire ma pauvre bichette. Bref, passons à la suite. Passons au bridge maintenant, du coup. Donc là, elle te dit que ça fait 6 semaines qu'ils sont séparés. Elle parle de 6 weeks of breathing clean air. I still miss the smoke. Bon, bah là, moi, je vois clairement un parallèle avec la chanson Daylight sur Lover, où elle dit clearing the air, I breathed in the smoke. Joe n'était pas fumeur, de ce qu'on sait. Voilà. Alors, ça faisait pas vraiment 6 semaines, tu vois, qu'ils étaient plus ensemble. Donc, ce 6 weeks, je sais Au pas. moment de l'écriture, tu veux dire? Ouais. Il y a un truc avec 6 weeks, tu vois. Est-ce que ça faisait 6 semaines qu'ils étaient ensemble ou un truc comme ça, je sais pas. 6e album, Reputation. On y revient. Et en même temps, le surnom de la ville de Londres, c'est The Big Smoke. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à chercher de ce côté-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas... On n'a jamais dit qu'on avait toute la réponse. Hein. Non, pas du tout. On vous propose des guides, des lignes d'interprétation, mais vraiment, on ne sait pas tout. Nous, on clown et on fait des analyses de texte, mais on n'a pas
parole d'évangile. Hein. Par contre, là, du coup, elle pose cette question: Were you making fun of me with some esoteric joke? Et donc, en fait, ésotérique, c'est vraiment un truc qui peut être compris que par une petite portion de la population, une portion très initiée, donc une blague que finalement seul lui pouvait comprendre. Donc, en fait, Ouais. on Genre, en revient, elle a Mercure en Scorpion, c'est pour ça qu'elle dit ça. voilà, blague d'astrologue. Mais du coup, pour moi, ça revient à cette référence aux fraternités dont on parlait tout à l'heure, parce que potentiellement une blague que seule la fraternité peut comprendre, parce que c'est une inside joke finalement, une blague dont tu te sens complètement exclu. Et là, cette phrase, elle me brise le cœur à chaque fois. Now I want to sell my house and set fire to all my clothes. Oh, ma bichette. Elle est tellement mal qu'elle ne veut plus être chez elle, qu'elle ne veut plus rien faire, ne même plus s'habiller. C'est très, très dur. Moi, ces deux phrases-là, elles me font très, très mal. En plus, celle d'après, c'est une catastrophe. Quand on n'arrivait même plus à se sentir bien chez soi, qui est quand même un lieu où on est censé être dans le réconfort, dans un petit cocon, quelque chose qui nous fait du bien, c'est que ça va vraiment pas. Et peut-être qu'elle a des souvenirs qui sont rattachés à chez elle. Peut-être qu'elle elle se sent étrangère à tout ce qui est dans sa vie aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, quand elle dit Now I want to sell my house, moi je repense à You're losing me. Tu sais, quand elle dit Remember looking at this room, we loved it because of the light. Et en fait, là, cette fois, en gros, déjà, il n'y a plus de lumière dans la maison, à mon avis. Hein, clairement, la lumière, elle est partie. Et en plus, en fait, cette maison, elle peut plus l'avoir en peinture, quoi. Alors que c'est une maison qu'elle a adorée à un moment donné. Maison, peut-être au sens figuratif, mais quand même terrible, quoi. Quand après, elle dit And hire a priest to come and exorcise my demons, faire venir un prêtre pour exorciser mes démons, en fait, on a vraiment cette image. Pour moi, exorcisme, je pense qu'on a tous en mémoire collective le film, ouais. hyper glauque, hyper violent. Voilà. Ouais, et c'est qu'elle est possédée, que vraiment elle est possédée par cet amour et que ça l'a emmenée à faire des choses folles et que du coup, il faut qu'elle soit remise d'aplomb par quelqu'un qui va venir la sauver. Donc on a encore une fois une référence à la religion qui est hyper présent dans l'album. Fun fact ou pas, L'Exorciste, le film, c'est tiré d'un livre dont le nom de famille de l'auteur m'échappe, mais le prénom de l'auteur, c'est William. Évidemment, moi, dans ma petite théorie, je repensais à William Bowery, mais voilà. Encore une fois, ambiguïté de la chanson. Et elle termine le bridge en disant « Even if I die screaming ». Donc là, en fait, on se rend compte que la vieille habitude, c'était elle. Ouais. D'ailleurs, quand on se fait exorciser, concrètement, on n'est pas assis sur une chaise en train de sourire. On hurle, on expie tout le démon qui nous possède, en fait. Donc, je pense que c'est ça. « Even if I die screaming », c'est vraiment elle qui va hurler cette personne pour qu'elle sorte de lui, vraiment comme si le démon devait partir. Ouais, c'est ça. Et finalement, c'est elle, la vieille habitude dont lui a finalement très facilement réussi à se défaire. Et elle, par contre, elle a besoin d'un exorcisme pour s'en défaire. Qu'elle lui dit And I hope you hear it. J'espère que tu entendras mes cris de là où tu es, tellement tu m'as fait mal. Mange tes dents. Ouais, c'est ça. Il veut qu'elle ressente sa peine parce qu'en fait, elle se dit. Et je pense qu'on a tous ce sentiment après une rupture où on va très mal et on voit l'autre aller très bien et où on se dit mais j'aimerais bien juste qu'il ressente ce que moi je ressens pour qu'il se rende compte, en fait. Tu vois. Et je pense que c'est un peu ça. Et en même temps, c'est aussi encore une fois Taylor qui brise le 4e mur en disant j'espère que tu entendras mes cris, mais j'espère que tu entendras cette chanson qui explique à quel point je me sens mal. Et d'ailleurs, elle continue en disant j'espère que c'est de la merde là où tu es. Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est qu'au début on est là, on est gentil, et en fait à la fin on a juste envie que l'autre il souffre et qu'il ait une vie de merde parce qu'il nous a quittés et qu'il nous laisse dans cet état de misérable. Ouais, c'est ça. J'espère que le Black Dog c'est bien un bar de merde. J'espère que tu passes une journée pourrie et que ta vie c'est nul. Et elle est conne et qu'elle comprend pas les chansons que. Il y a un petit peu d'aigreur quelque part ici. Hein, il y a complètement de l'aigreur, ouais. Surtout quand tu vois le contraste par rapport, tu sais, à la chanson Last Kiss où elle disait I hope it's nice where you are. Bon là on n'est plus là-dedans, hein, là clairement. Non. Et donc là on est du coup dans un nouveau refrain quand on est à ce moment-là où elle reparle de The Starting Line, mais elle change la phrase où elle dit The magic fabric of our dreaming. Là cette fois-ci elle parle du tragic fabric, sachant que dans la version voice memo elle redisait magic fabric. Donc il y a eu un changement de parole entre temps et on passe de magic à tragic. Donc les mots sont transparents, il n'y a pas. Parce qu'après, que stale between your legs, you're leaving, donc par la queue entre les jambes. Donc évidemment, petit jeu de mots avec le fait qu'on parle du black dog, d'un chien qui aurait la queue entre les jambes, mais aussi, c'est une expression quand même à la base pour dire on a honte, qu'on est humilié. Ça, c'est pour le coup celle-ci qui est une expression idiomatique, elle est transparente, en tout cas, elle se traduit exactement de la même manière en français. Et pourquoi est-ce qu'il est humilié? Parce que c'est un lâche qui n'est pas le lion qui prétendait être, dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est un chien en fait. C'est pas lui le black dog, tu vois. Ouais, c'est une manière vulgaire de dire ce pauvre chien et qui repart la queue entre
entre les jambes. C'est hyper dénigrant aussi de sa part. D'une certaine manière, elle reprend un peu le dessus en disant espèce de pauvre chien qui repart la queue entre les jambes. Et je refais là un parallèle avec Anti-Hero comme au début, parce que là, bah, forcément, elle lui dit You're leaving. Et donc, forcément, moi, je repense à cette phrase où elle dit One day I'll watch as you're leaving. On l'a dit, il y a beaucoup de liens entre Titi Pidi et les albums précédents. On finit avec une outro, donc la fin de la chanson. Hein, ce qu'on appelle la outro, c'est vraiment la dernière partie de la chanson, où elle dit Hold thy beat, die screaming, mais au lieu de hurler le screaming comme elle l'a fait auparavant, eh bien en fait elle le chuchote. Ce qui est très très beau dans l'imaginaire, c'est qu'en fait elle est passée au-dessus. Ça a encore plus de sens de dire quelque chose en chuchotant que de dire je crie en le chuchotant. Ah, tu vois, moi je le voyais pas comme ça. Moi je le voyais pas comme elle est passée au-dessus. Moi je le vois comme elle est à bout de souffle en fait, parce qu'elle vient de vivre cet exorcisme qui la laisse complètement vidée et presque morte. Et donc elle a plus la force de crier en fait. Dans le sens que je voulais dire, c'est, tu sais, quand tu pourrais hurler à quelqu'un je te hais, et que finalement, si tu le chuchotes, c'est autant plus fort que de Ouais. le hurler. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai. Ça marche aussi. Bon, alors moi, The Black Dog, c'était la chanson que je rêvais d'avoir en surprise song. Moralité, je l'ai pas eu, mais elle l'a quand même chanté 3 fois où j'étais pas là. La première fois, c'était à Londres, Night One, avec un mash-up de l'enfer, Come Back Be Here et Maroon. Alors, je pense que le lien avec Maroon, il est évident, puisque maintenant, Maroon, c'est une chanson qu'on a liée à cette muse-là aussi. Je pense que ce qui me met le plus au fond, alors les deux autres fois sont excellentes aussi, à Varsovie avec Exile. Mon Dieu, si j'étais là dans le public, je pense que tu pouvais pas me récupérer. Ah, Et même je pareil. restais dans le stade pendant à peu près 3 jours en PLS allongée comme ça. Entre les paillettes et les frites. Mais il faut partir, madame. Non! Et à la Nouvelle-Orléans avec Haunted. Donc là, pour moi, la boucle est bouclée, puisqu'en fait, Haunted, c'était la chanson qu'elle avait chantée juste après la rupture. Donc pour moi, c'était le lien évident qui se faisait entre ces deux chansons. Voilà, une bonne chanson de dépression. On adore, hein, on adore. T'as vraiment. Bah, elle est très forte pour ça. Je veux dire, Ah ouais. les chansons de rupture, c'est quand même. D'ailleurs, je me rappelle, je sais pas si tu avais vu cette interview qu'elle avait fait pendant l'era Lover, où bah, du coup, c'était un album très joyeux, plein de chansons pop, etc. En apparence. Oui, mais quand même. Mhm. Et où, en gros, je sais plus, il y a quelqu'un qui lui demande en interview, mais comment tu vas faire pour continuer à écrire des chansons de rupture maintenant que t'es heureuse, en gros? Et elle avait répondu un truc du genre, bah, c'est vrai que j'adore les chansons de rupture, quoi. Et en même temps, bon, bah, oui, elle est très forte pour ça, c'est clair. Bah, peut-être qu'elle nous inventera des faux trucs encore. Ouais, faux truc. On sait pas. Je ne lui fais plus confiance. En tout cas, bah, dites-nous si vous avez d'autres interprétations sur cette chanson. On sera ravis d'échanger avec vous. Ouais, donc on termine cet épisode, Natacha, comme d'habitude, par notre nouvelle tradition. Qu'est-ce que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment, j'écoute en boucle la chanson de Bastille, Red Wine and Wild, qui est une chanson qui me met dans une ambiance. Je sais pas, il y a un film qui se déroule dans ma tête à ce moment-là, et Ok. elle me fait beaucoup de bien. Les paroles sont très belles, la musique est très belle, j'aime tout. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Sunset Boulevard de Selena Gomez sur son dernier album. Je dois admettre que je suis pas hypée plus que ça par ce nouvel album qu'elle a sorti, même si peut-être que il finira par cliquer à un moment, mais en tout cas, aux premières écoutes, j'ai pas beaucoup de coups de cœur sur cet album, mais Sunset Boulevard, j'aime beaucoup. Gros bisous à tout le monde. Merci d'être là encore. Et puis à la prochaine pour un prochain épisode de 13. À très bientôt! Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici là, à bientôt les Swifties! My lucky number is 13.